ces raisons-là. Oui, il y a la seule définition du monstre, moi, que je garde pour Que passe l'hiver, c'est le côté plus grand que. Parce que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que le monstre, il est plus grand que son image, il véhicule avec lui tout ce qu'on met dedans. Et du coup, c'est très fort en termes de symbole. Après, il y a deux types de créatures dans Que passe l'hiver. Il y a effectivement le roi qui est une créature avec ses voies de serre, et chaque clan qui effectivement a un pouvoir particulier. Alors après, ils sont plus ou moins proches de l'esprit monstrueux. On a ceux qui se transforment en animaux, c'est l'un des clans dont c'est le pouvoir, et dont, comme le corbeau dont je parlais tout à l'heure, qui colle le mieux à notre table ronde, c'est pour ça que j'ai ouvert avec. Et après, les autres clans, en effet, eux, ils ont des pouvoirs, que ce soit un pouvoir de faire appel aux esprits de la clairière, qui sont les esprits du monde dans lequel se déroule le roman. Il y a ceux qui ont le pouvoir de lire l'avenir dans leurs rêves, qui est un pouvoir qui peut être monstrueux. Et enfin, il y a un dernier clan, leur pouvoir, c'est de voyager avec la nuit. Cela, enfin bon. Et du coup, effectivement, il y a quelque chose que j'aime dans cette image-là, c'est que dans le monde de la clairière, les clans ne se mélangent jamais, sauf à chaque fête de solstice. Et du coup, là où nous, dans notre monde d'aujourd'hui, on trouve tous ces pouvoirs assez extraordinaires, dans le vrai sens du terme, en dehors de l'ordinaire, le héros Stig qui se transforme en corbeau, pour lui, se transformer en corbeau, c'est tout à fait normal. Moi, je prends mon vélo, c'est la même chose. Mais Stig, qui vit avec les siens, qui vit avec des gens qui se transforment en ours, comme son père, en loup, comme son frère, ou en d'autres animaux, il trouve extraordinaire et merveilleux, parce qu'il y a un vrai sens du merveilleux. C'est très marqué. Ouais. Et c'est aussi je trouve que c'est une qualité magnifique de pouvoir s'émerveiller. Et Stig s'émerveille beaucoup, et Stig s'émerveille du pouvoir des autres clans. C'est-à-dire que lui, se transforme en corbeau, c'est normal, mais il rencontrait quelqu'un qui sait lire l'avenir des hommes quand il rêve, rencontrer quelqu'un qui disparaît dans la nuit, rencontrer quelqu'un qui parle aux esprits de la clairière, que ce soit l'esprit d'un fleuve ou d'un caillou, il trouve ça oui, extraordinaire. Eric, sur les monstres, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai une nouvelle, un chapitre qui me revient à l'esprit qui s'appelle Difforme, je crois, qui pour moi est une illustration assez parfaite de ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si on peut la raconter ou... Oui, pourquoi pas. Je vous laisse faire alors. C'est l'une des plus courtes, donc celle-là. C'est pour ça que je me permets. Au moins, on peut la qualifier de nouvelle, c'est la plus sûre, avec une chute, etc. Donc on a un jeune... On retrouve des archétypes de contes aussi, d'ailleurs, on va le voir. Oui, vous allez le raconter. Là il y avait un peu d'ironie aussi dans le conte, s'il s'agissait d'être... Donc on a un jeune garçon qui vient d'être recueilli en fait par une famille. Et il est heureux, il est comme ça, et c'était un bon enfant. Et puis il ne sait pas trop pourquoi les autres personnes de la famille n'ont pas l'air d'être tout à fait pareils que lui. Donc il s'étonne un petit peu, mais bon, c'est un bon enfant. Et on précise qu'on est dans un univers de fantasy. Dans un univers de fantasy. C'est un univers c'est un milieu assez pauvre, donc on n'a pas de miroir. Oui, là ça se passe en plus dans une zone montagnarde. Là, oui, je peux spoiler ou pas, ça dépend comme vous voulez. Mais oui, et puis c'est mettre petit à petit le doute, en fait. Qui est de quelle race serait cet enfant, puisqu'il a été adopté. Et qui est le monstre. Et qui est le monstre. C'est aussi pour ça que je parlais avec vous, Eric, de la question du point de vue, parce que à chaque fois, à chaque nouvelle créature que vous nous présentez, il y a un point de vue particulier, il y a un point de vue différent, et le lecteur, lui, il est obligé d'attendre finalement presque la fin du chapitre pour arriver à cerner ce qu'il a sous les yeux. On part souvent sur une narration à la première personne. Le monstre va dire « je ». Donc il va pas forcément dire coucou, je suis un sphinx, coucou, je suis machin. Et pour lui, c'est naturel. Et donc, c'est au lecteur d'essayer de deviner à travers les petits indices qui vont être disséminés dans le récit, en fonction des capacités du personnage. S'il se met à voler, on sait qu'il a des ailes. S'il se met à détruire une région, on sait qu'il n'est pas forcément très sympathique. Et donc voilà, et après il y a, parfois ça sert de chute, il va y avoir la révélation, d'autres fois c'est annoncé au cours du chapitre, et puis il y a ces belles illustrations de Laurent Lipsart à la fin des chapitres, ça aussi on a bien fait attention pour ne pas spoiler, qui viennent illustrer
quelle créature était l'objet du chapitre en question. Pour lever vraiment le doute s'il en reste voilà, encore. s'il y en avait encore un. Vous verrez, c'est vraiment, c'est très. C'est pour ça aussi que je parlais de bestiaire en introduction, parce que là, on est vraiment aussi un peu dans cet esprit-là, hein, d'aller à la découverte de ces créatures et de leur aspect, même jusqu'à leur aspect visuel. Stéphane le Dévoreur, c'est donc un ogre, sauf que il n'est pas né ogre. Il n'a pas eu une enfance difficile. Enfin, il a peut-être une enfance difficile, mais c'est pas forcément ça non plus qui l'a mené à ça. Il y a aussi ça, cette question, parce que dans les contes plus traditionnels, l'ogre, il est ogre dès le départ. On le rencontre, il est déjà ogre. Toi, tu as imaginé sa genèse, d'une certaine manière. Alors voilà, ce qui est, je pense, effrayant dans Dévoreur, c'est que le monstre est au départ un humain et que quelque chose de monstrueux va se réveiller en lui. C'est là aussi qu'il y a quelque chose de symbolique. C'est que bon, on a ce brave montagnard jovial, qui élève des ânes, qui vit dans sa maison sur une colline isolée, et une voisine qui est l'héroïne du début du récit, qui est une amie. Et un jour, il y a une planète néfaste qui se met à briller trop fort au-dessus de sa maison. Et cette planète, c'est le Dévoreur. Le Dévoreur, c'est un des astres les plus néfastes du ciel. Et c'est pas un astre dont l'influence est souhaitable. Donc dans mon univers, globalement, les Sentiers des Astres, c'est un univers où le cosmos est structuré autour de 8 astres majeurs et des autres. Et chaque astre a une influence symbolique, mais représente essentiellement des pulsions de la nature humaine qui sont enfouies en nous. Et il est très important d'avoir un bon équilibre entre les astres. Parce que quand il y a un déséquilibre, un astre peut prendre le dessus et ça peut avoir des effets spectaculaires et éventuellement, surtout si c'est un astre néfaste, pas du tout souhaitable. Et donc ici, en l'occurrence, cette planète éveille son équivalent intérieur dans le cœur de l'âme de ce brave homme. Le calice, qui est le cœur de l'âme humaine, qui est un reflet du cosmos. Donc on retrouve les 8 astres majeurs à l'intérieur, pas des copies, les astres eux-mêmes. Et voilà, donc ça va enflammer le Dévoreur en lui. Et donc c'est ces pulsions qui sont incontrôlables, qui lui échappent complètement, qui s'enflamment en lui, et qui vont prendre le dessus. La pulsion de dévorer, de s'approprier les autres, de s'approprier l'énergie des autres, de grandir de façon démesurée. C'est une sorte de pulsion d'immortalité qui se fait au détriment des autres. Et sa voisine, son amie, va essayer de gérer le problème, d'essayer de le soustraire à l'influence de la planète. Et toute la question, c'est une des questions morales du bouquin, c'est jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver votre meilleur ami si jamais il devient un monstre. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous, ne serait-ce qu'en voyant des proches sombrer, par exemple, dans une pathologie psychiatrique, etc. Jusqu'où j'essaie de le sauver, quand est-ce que je constate que je ne peux plus rien faire pour lui. Et alors, ce qui rend effrayant le bouquin, c'est que c'est un dialogue avec un monstre. Parce qu'on connaît cet homme, c'est un ami. Et ce qui est dur, c'est de voir l'humain rester. On reconnaît toujours l'homme jovial qui vous débine ces pulsions monstrueuses, qui vous parle de ces pulsions de façon totalement effrayante, qui vous explique ses actes, mais c'est toujours cet homme jovial et sympathique. Et c'est ça qui est flippant à mon sens, c'est que on doit se dire en lisant le livre, mais je voulais qu'on ressente l'idée que mais ça pourrait